Sans chaud, sans froid, on a l'impression que c'est hyper simple, non? On l'a tous appris à l'école. Mais, et si je disais que ces expressions sont en fait scientifiquement fausses? Aujourd'hui, on va complètement déconstruire ce mythe et découvrir une réalité biologique qui est franchement bien plus surprenante. Allez, prenons un exemple que tout le monde connaît. Ce lézard, là, tranquille au soleil. On le met direct dans la case sans froid, c'est un réflexe. Mais est-ce que son sang est réellement froid? Et c'est là que ça devient super intéressant. S'il fait 40 degrés dehors, eh bien le corps de notre lézard peut lui aussi monter à 40 degrés. Son sang est donc carrément chaud, voire brûlant. Du coup, l'expression « sang froid », elle ne tient plus du tout la route. En réalité, c'est juste une adaptation parfaite à son environnement. Bon, on voit bien que sans chaud et sans froid, ça ne suffit pas, c'est trop simpliste. Alors, comment font les scientifiques? Eh bien, ils se concentrent sur une question bien plus précise. Est-ce que la température du corps est stable ou au contraire, est-ce qu'elle varie? Ok, premier mot un peu technique, mais qui est clé. Poikilotherme. Ça vient du grec poikilo, qui veut dire variable. C'est facile à retenir, pensez à un caméléon qui change de couleur. Eh bien là, c'est la température interne qui change, qui varie. Et à l'opposé, on trouve les homéothermes. Homoios, en grec, ça veut dire similaire ou constant. Et ça, eh bien, c'est nous, les mammifères, les oiseaux. Qu'il fasse un froid de canard ou une chaleur étouffante, notre corps se bat pour rester à 37 degrés. C'est notre thermostat interne, en quelque sorte. Ce tableau, il résume très bien cette première grande différence. Mais attention, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que la vraie question, celle qui change tout, ce n'est pas seulement de savoir si la température varie, mais d'où vient la chaleur? Voilà, on arrive maintenant au cœur du réacteur, si l'on peut dire. La question fondamentale, cette chaleur, est-ce que l'animal la produit lui-même, de l'intérieur, ou est-ce qu'il va la chercher à l'extérieur? C'est là la vraie grande différence. Voici donc le premier groupe, les ectothermes. Ecto, ça veut dire extérieur. Il faut les imaginer comme des sortes de panneaux solaires vivants. Pour fonctionner, ils ont besoin de capter une source de chaleur qui vient de l'extérieur. Finalement, la vie d'un ectotherme, c'est une sorte de danse permanente avec son environnement. Je vais me chauffer pour avoir de l'énergie, hop, je me mets à l'ombre pour ne pas surchauffer. C'est vraiment une question de comportement, de placement stratégique. Et de l'autre côté, on a les endothermes. Endo comme intérieur. Eux, ce sont de véritables centrales nucléaires ambulantes. Leur chaleur, elle vient de l'intérieur, de leur propre métabolisme qui tourne à plein régime en permanence. Ce tableau, il met en lumière deux philosophies de vie radicalement opposées. D'un côté, on a l'économie d'énergie, l'efficacité. De l'autre, on a l'indépendance, la performance constante. Et ce choix, il a des conséquences absolument énormes sur la façon de vivre de chaque animal. On pourrait se dire, mais alors, pourquoi tout le monde n'est pas endotherme? C'est génial d'être indépendant et toujours actif. Eh bien, la réponse, comme souvent dans la nature, c'est une question de budget. Un budget énergétique. Regardez-moi cette comparaison, c'est incroyable. Pour un endotherme, c'est la course à la nourriture quasi permanente pour alimenter sa chaudière interne. À côté, un crocodile, il peut se contenter d'un seul gros repas dans toute l'année. C'est le triomphe absolu de l'économie d'énergie. Comme le dit parfaitement cette citation, être homéotherme, ça a un coût métabolique énorme. C'est un véritable luxe qui se paye en calories. En gros, être constamment chaud, c'est être constamment affamé. Ce graphique parle de lui-même, il n'y a pas plus clair. À poids égal, les besoins en énergie d'un endotherme sont juste démesurés par rapport à ceux d'un ectotherme. C'est ça le prix à payer pour l'indépendance. Alors on pense avoir tout compris? Poikilotherme, homéotherme, ectotherme, endotherme, on a bien rangé tout le monde dans des petites cases. Mais la nature, elle, déteste les cases bien rangées. Alors préparez-vous, parce qu'on va rencontrer les rebelles, ceux qui cassent tous les codes. Voici les hétérothermes, les vrais caméléons de la régulation thermique. Ils peuvent être endothermes pendant l'été, quand la nourriture abonde, et se comporter comme des ectothermes en hiver pour économiser leur énergie. C'est l'adaptation poussée à son maximum. Et les exemples sont juste hallucinants. La marmotte qui met son thermostat interne quasiment sur pause pendant l'hiver. Des milliers d'abeilles qui, ensemble, deviennent un seul super-organisme endotherme pour chauffer la ruche. Ou encore ces manchots qui, en se serrant les uns contre les autres, créent un microclimat de 30 degrés au cœur du blizzard de l'Antarctique. Un poisson à sang chaud, ça existe? Eh oui, c'est possible. Le thon, ce prédateur incroyable, a développé un système pour chauffer ses muscles. Le résultat, il peut nager plus vite et plus longtemps dans les eaux froides. C'est un avantage décisif sur ses proies. Et parfois, la solution, c'est tout simplement d'être énorme. C'est ce qu'on appelle la gigantothermie.
Une tortue lutte, par exemple, elle est tellement massive qu'elle fonctionne comme une bouteille thermos géante. Elle conserve la chaleur hyper longtemps, ce qui lui donne une température stable sans faire d'efforts métaboliques. Et pour finir, une petite énigme pour la route. Prenez un poisson des abysses. L'eau autour de lui est toujours à 4 degrés, ça ne bouge jamais. Il est donc ectotherme, il dépend de son milieu. Mais comme son milieu ne change jamais, sa température corporelle est constante. Alors, ectotherme ou homéotherme? Eh bien, les deux. C'est la preuve ultime que ces termes décrivent des stratégies, pas des identités gravées dans le marbre. Donc, sans chaud, sans froid, on voit bien que c'est une simplification un peu grossière. En réalité, la nature est un immense laboratoire de stratégies, d'adaptation, d'exception. Chaque espèce a trouvé sa propre solution au grand défi de la température. Pour résumer, s'il n'y avait que 2 choses à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Premièrement, ce qui compte, ce n'est pas la valeur de la température, mais sa stabilité. Et deuxièmement, la vraie question, c'est d'où vient la chaleur? De l'intérieur ou de l'extérieur? Et toute cette exploration, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Derrière chaque idée toute simple qu'on pense connaître, se cache peut-être une complexité bien plus fascinante. Alors la prochaine fois qu'on verra un lézard au soleil, on n'y verra plus un simple animal à sang froid, mais le résultat incroyable de millions d'années d'évolution. Il faut juste continuer à questionner, à explorer. Ça donne à réfléchir, non?